J'avais gagné. Puis, c'était le Ironman? Oui, c'est ça qui était fou. C'est pour ça que je te dis, je suis pas sûr qu'on peut tous... Non, mais je Pierre savais Lavoie, pas que là. j'étais un athlète parce que moi, je suis fumeur sédentaire. J'ai aucune idée que j'ai des capacités physiques, là. OK, donc il dit la plupart des enfants meurent entre 16 et 22 mois. Donc, elle a 8 mois. Donc, il lui reste quelques mois à vivre. Fait que profitez-en. Elle sera pas là longtemps. Je vais pas les abandonner, le navire allait couler. Les 10 enfants nés cette année-là. Ils étaient tous morts. Sont Il y a tous 6 qui étaient morts avant le défi Pierre Lavoie, puis 3 autres qui sont morts à l'automne. Fait que moi, je suis promené dans les salons funéraires pendant 1 an. Et le dernier, c'était mon fils. Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Bon Papa, un épisode qui me tient particulièrement à cœur vraiment parce que, vous le savez peut-être pas, mais j'ai déjà travaillé pour le grand défi Pierre Lavoie. Ça fait des années que j'anime leurs événements, mais j'ai même travaillé dans les bureaux comme coordonnateur. C'était pas pour moi, mais j'ai eu l'occasion de côtoyer Pierre, toute l'organisation et surtout de voir à quel point ce mouvement-là est incroyable. Tu sais, de se réunir pour une grande marche pour 1000 km, c'est parmi les expériences les plus galvanisantes que j'ai vécues. Et je me suis rendu compte récemment que même si je le sais sur papier que le grand défi a été créé parce que Pierre a perdu 2 de ses enfants. Il a donné naissance avec sa femme à 4 enfants, mais il y en a 2 qui sont morts d'une maladie qui s'appelle l'acidose lactique. Je savais ça, mais je me suis dit, crime, je le sais en théorie, mais Pierre m'en a jamais parlé. Pierre, comme père, comme homme, comme humain, a créé un mouvement de société, mais moi, avoir une conversation avec pour qu'il me dise comment il a vécu ça comme papa, il me semble que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Et j'ai eu l'immense chance, puisque j'avais le contact, de m'asseoir pendant 2 heures avec lui et de vous pondre l'entrevue que vous allez voir. Je le sais, là, ça va paraître prétentieux, mais je pense que c'est une des meilleures entrevues possibles. Il a été généreux. Il a vraiment été vulnérable. Je ramène encore ce mot-là parce que c'est beau de voir Pierre Lavoie, qui est une force incroyable, qui est un athlète. Il va raconter sa vie d'athlète. J'en revenais pas. Là. C'est un surhomme. Mais d'ouvrir la porte à une vulnérabilité, lui qui est toujours fort et droit, j'ai trouvé ça merveilleux. Puis, comme père, évidemment, il y a beaucoup de moments où j'ai eu les larmes à l'œil parce que c'est une histoire humaine vraiment, vraiment puissante. J'espère sincèrement que cette entrevue-là va faire le tour, qu'elle sera regardée par des milliers et des milliers de personnes. En espérant que ça vous plaise autant que moi, j'ai eu de plaisir et de sentiments de grand honneur de faire cette entrevue-là. Vous allez voir, à un moment donné, juste au mauvais moment, juste quand c'était bien émotif, il était en train de faire la pelouse puis souffler les feuilles. Là, c'était quasiment une joke. Mais je pense qu'avec la technologie, on était capable d'enlever pas mal de ces bruits-là. Bref, j'en dis trop. Garde, laissons parler le principal intéressé, Pierre Lavoie. Pendant que j'étais en train d'installer mes affaires, tu m'as dit pose-moi des questions sur ce que tu veux, hein, culture générale. Puis mon podcast, Bon Papa, c'est vraiment sur l'être humain. Mm-hmm. Te connais-tu aussi bien que tu connais le monde de l'activité physique et de la santé? Comme athlète, on n'a pas le choix de bien se connaître. Ouais. Oui, parce que on utilise notre corps. Notre corps, c'est notre véhicule d'expression. Ouais. Il nous sert à travailler, à voyager, à avoir des enfants. Ouais. Avoir du plaisir dans la vie. Puis peu de gens le mettent à contribution autant physiquement que cognitivement. C'est possible en même temps pour quelqu'un dont c'est pas, est-ce que je veux pas t'interrompre, mais pour quelqu'un dont c'est pas la job, là. Je pense que tout le monde a intérêt à bouger. Puis une fois qu'on maîtrise vraiment notre corps, là, quand sain de corps et d'esprit, là, c'est vraiment vrai. Ça, Donc, tu te sens en symbiose, t'es beaucoup plus heureux, t'es beaucoup plus épanoui, t'es beaucoup plus fonceur, t'es beaucoup plus créatif, t'as beaucoup moins peur. Donc, finalement, l'humain a des grandes capacités, mais c'est tout renfermé à l'intérieur de nous. Il faut les libérer. Ben oui, puis ça, on n'utilise pas le quart de notre capacité. Là. Mm-hmm. Quand tu fais du sport comme moi, à l'extrême, donc on fait des sports de longue distance qui durent des journées, avec des semaines et des semaines de préparation, dans un écosystème de travail puis de famille, mais à un moment donné, tu te rends compte que le corps, c'est tout qu'une machine. Ouais. Puis le mental embarque à un moment donné. Ben, ça vient tout... Ça vient s'accompagner, je dirais. Ouais. Tu sais, je le dis souvent, sortir de ta zone de confort nous rend plus forts. Ouais. Ça nous rend fort physiquement, mais ça nous rend fort surtout mentalement. Ouais. Donc, tout ça, ces paramètres-là, c'est ce que j'observe. Je l'ai vécu dans le sport. Puis quand je le transpose
dans un problème personnel ou professionnel, c'est la même affaire. T'sais. Si tu as la même attitude, tu devrais obtenir des bons résultats. Peu importe ce que tu entreprends. C'est ce que je pense. Moi, je pense que les athlètes de haut niveau, quand ils ont trouvé leur voie, autre que le sport, après, ils vont aller très loin. C'est pour ça que j'aide beaucoup, moi, les athlètes avec la Fondation Aléo, l'après-carrière. Je demande toujours à Patricia, l'argent que je te donne à chaque année, je veux que tu l'investisses dans la piste d'atterrissage. Parce que la montée, ils sont supportés en haut, on les adulte. Mais c'est après, on les oublie, c'est qui le prochain? Moi, mais l'autre, il faut s'en occuper. Là. Il a fait 3 cycles olympiques, là. Il est rendu à 32 ans. Là, là c'est quoi sa vie? Là? Il a pas fini son cégep. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Il faut s'occuper de ces gens qui nous ont rendus fiers. T'sais. Donc, j'ai beaucoup de préoccupations envers l'humain. Moi, les humains, c'est ce qui est mon dada, c'est les humains. Ouais. Puis j'ai envie de te demander c'est presque racoleur comme question, mais tu prends soin de bien du monde, tu te soucies de beaucoup de gens. Qui se soucie à ce point-là de toi? Ma blonde. Ouais. Oui, Lynn, c'est vraiment une force tranquille. Lynn. Non, hier, j'étais en conférence, puis j'expliquais... parce que je leur disais les genres de journées que je faisais, que je fais un petit peu moins, là. Mais les premières années, c'était vraiment intense. Puis j'ai eu du fun tout le long. J'ai eu le sourire d'en face tout le long. Là, mais j'ai dit, moi, je suis un hyperactif TDAH, toutes les lettres que vous voulez. Là. Mais ma femme, c'est d'un calme olympien. Donc, on est complémentaires. Dans une entreprise, si tu mets 2 avocats ensemble, ça ira pas bien. Tu mets un avocat puis un comptable. Là, ils vont faire avancer la chaloupe. La complémentarité, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, un couple, les deux sont hyper excités. T'es bien. Là, il y a une genre de complémentarité. Les deux se nourrissent l'un de l'autre. Puis ça fait... Il y a un certain équilibre et durabilité. Là, ouais. Ma blonde, oui. Après ça, moi, j'essaie d'être ton propre sport? Ouais. Mais tu sais, je suis allé dans l'extrême. Je sais maintenant où l'équilibre. T'sais. Je sais que pour moi, c'est entre 5 et 7 heures d'entraînement par semaine. C'est continuer à faire des projets toute ma vie. Donc, entreprendre. Et avoir la capacité physique de me déplacer du point A au point B. Hein, parce que je veux le faire toute ma vie. L'autonomie. Et voilà. Et bien entendu, garder mon cognitif. Et pour ça, je dois socialiser. Je dois aller rencontrer des gens. Je dois aller travailler. Ouais. Donc, c'est pas dans l'isolement qu'on fait ça. Donc, la pire des choses, c'est prendre une retraite. Ça, c'est extrêmement négatif. Tu fais une transition. Là, après, là, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qui te passionne? J'ai appris la guitare. J'ai commencé à jouer de la guitare. Oui, c'était un rêve quand j'étais petit cul. Là. Puis tu l'avais repoussé tout ce temps-là? Tu viens juste là? Oui, j'ai commencé 5 ans. Là. OK. Mais c'était... Je savais même pas. Oui, puis c'était... Mais moi, là, quand j'étais jeune, ma mère, on était pauvres. OK, bon. Moi, j'ai une famille défavorisée. Là. Ma mère a divorcé en 1974. Il n'y a aucune femme qui divorce en 1974. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 10 ans. Et ce qui se passe, c'est que à l'époque, quand les femmes divorçaient, il n'y a pas de pension alimentaire. Là. Donc, qui ramassait les enfants? C'était pas l'homme, c'était la femme. C'est elle qui avait les coûts. Puis à l'époque, il n'y avait pas un enfant. Il y en avait 5, 6, 7, 8. Elle ramassait tous les enfants, puis elle s'en allait rester dans un HLM. Puis à l'époque, le gouvernement commençait à construire des HLM un peu partout au Québec pour les femmes qui tombaient en difficulté parce qu'elle n'a pas de revenus. Parce qu'on voyait ça comme une tendance. Là. Et la femme ne travaillait pas. Elle n'avait pas de métier. La femme, elle restait à la maison pour les enfants et tout à coup, elle divorce. Là, elle n'a pas de revenus. Elle tombe sur l'aide sociale, puis nous, on était 4. Et là, on se ramasse, on quitte mon village, en Saint-Jean. Ma rivière à Saumon où j'allais pêcher en sortant de la finissant de l'école. Ma montagne où j'allais tenter d'école avec mes cousins Charles, puis Jean, puis Alain. C'est fini. Là. J'arrive en ville, dans un quartier, une ville. Il y a des arrêts stop et des lumières. Vous allez à la baie? On s'en va à la baie dans le quartier Saint-Marc, à Bagotville. Et là, moi, je pars à vélo, puis je sais pas comment la ville fonctionne. Nous, on a juste une route à Lens. J'étais parti avec mon voisin, je m'en rappelle, Denis Hood. Il dit, viens-t'en, on va aller sur le quai. Je descends à vélo, puis j'arrêtais tous les coins. Il dit, tu sais que tu fais là? Ben, les coins, non, il y a des stops où il n'y en a pas de l'autre côté. Fallait que tu apprennes ça à 10 ans. Oui, j'avais 11 ans à ce moment-là, parce qu'on a déménagé plus tard un peu, en 76. Donc, tout ça pour dire que, bon, là, moi, à l'école, en secondaire 1, j'avais 100% en musique. Puis ma prof m'avait dit, il faut absolument qu'en secondaire 2, tu ailles en musique. Oui, OK, mais j'avais 100% en musique. Okay. C'était une passion, c'était pas un hasard que tu aies 100%. Pas du tout, moi, j'avais 100% en musique. Mais c'était toi, tu faisais rien de ça. Il y avait un cours de musique en secondaire 1, puis dans mon cours, j'avais 100%. Mais c'était-tu déjà quelque chose qui te drivait? Pas parce du que tout. Moi, je devais un passionné. Chez nous, il n'y a personne qui fait de la musique, il n'y a personne. Mais moi, dans mon cours de musique, j'avais 100%. Elle m'avait dit, il faut absolument que tu ailles en musique en secondaire 2. Bon, OK. Fait que là, j'irai en musique,
Mais moi, dans mon village, à Anse-Saint-Jean, au primaire, on n'apprenait pas l'anglais. Puis quand je suis arrivé en secondaire 1, c'est la première fois que j'entendais Yes puis No. Puis tous les élèves de la baie, ou à la ville, avaient tous eu un cours, une préparation en 6e année pour l'anglais en secondaire 1. Puis moi, j'étais arrivé, je connaissais personne. Fait que là, j'ai eu vraiment un recul en anglais qui a fait en sorte que j'ai dû abandonner le cours de musique, qui était une option, pour revenir faire mon anglais. Bon. Puis après ça, j'étais descendu à la baie. Il y avait une petite boutique au centre d'achat d'équipement musical. Puis là, je voyais la guitare. Tu sais. Puis j'avais réussi à amener ma mère au centre d'achat. J'avais dit, moi, j'aimerais ça avoir une guitare. Elle avait regardé le prix, elle dit, on oublie ça, on n'a pas les moyens. Ouais. Fait que j'ai rêvé toute ma vie à la guitare. Moi, j'adore la guitare, les deux, le siège électrique. Moi, quand j'écoute la musique, j'entends toujours la guitare derrière. Et à 50 ans, ben, ma blonde, je suis arrivé, puis je pensais qu'elle m'avait acheté un Snow, une grosse boîte en carton à Noël. C'était pas un article de sport. Non, c'était une guitare. Non, je ne peux pas croire. Fait que c'est ma blonde qui m'a... Fait que là, finalement, j'ai commencé à jouer, puis j'adore la musique, moi. J'adore la musique. Le gars qui avait 100%, il est-tu encore à quelque part dans le piano? Ben, j'ai une oreille musicale, là. Je suis capable d'entendre une toune puis de la jouer, là, sans connaître des notes, là. Tu sais, le départ du 1000 se fait toujours de chaque étape sur, j'allais dire, The Edge. C'est la guitare de The Edge, Where the Streets Have No Name de U2. Tu sais c'est quoi la genèse de ça? Non? Non, je t'explique la genèse. Je sais que ça marche à chaque fois. Oui, regarde bien. Donc, là, le premier 1000, en 2009, va partir. Personne n'est au courant, là. Moi, je connais le concept. Le concept, je l'avais fait 4 fois chez nous, tu sais, là. On répétait juste le concept. Ça. Quand l'événement, juste pour que tout le monde nous suive, quand ton événement que tu faisais au Saguenay-Lac-Saint-Jean est devenu national, pan-québécois. Exact. Il avait déjà été fait 4 fois, dans la même façon. Rodé. Avec un VR, un trou derrière, de la musique, un indicateur, prenez garde à ci, prenez garde à ça, une voiture de police en avant. Derrière, hein, c'est comme ça, là. On était un petit groupe, puis après ça, on l'a fait plus gros. Mais moi, tu sais, la musique, je trouve ça important. Ça touche les émotions, la musique. Ouais. Bon. Je m'étais dit, OK, là, il faut que, au départ, quand les gens vont au Parc Mars, en face de la baie, on partait en face de l'auberge des 21, j'ai dit, le gars de la musique, il faudrait qu'il mette une toune de départ, tu sais, là, qui est longuement musicale. Tu sais, le musical dure longtemps. Ouais, longtemps. Puis quand le chanteur commence, après quelques minutes, là, il faudrait qu'il donne un signal. Mais quand les gens vont entendre la chanson, ils vont dire, OK, le départ approche. Il faut se préparer pour, tu sais, c'était comme une toune. Ouais. Quand vous écoutez ça, venez-vous-en, là, parce que quand le chanteur va commencer, on part. C'était ça dans ma tête. Là, je suis dans mon auto, je regarde, j'allais à Montréal toutes les semaines. Puis là, je regardais des tunes, puis des tunes, puis des tunes, toutes sortes de tunes. Je me suis promené, là. Non, je suis tombé sur la tune de Bono. J'écoute ça, je dis, OK, c'est parfait. Personne n'est au courant, là. Fait que là, on était au départ. Fait que le départ va se donner bientôt. Je vais voir le gars. Il dit, OK, là, tu vas me mettre cette tune-là. OK, là. Là, il y a un long musical. OK? Écoute-là, là. Puis quand Bono commence à chanter, là, je veux qu'on parte. Fait que calcule-toi, là. Si on part à 16h, à 16h, quand on donne le gueux, les F18 passent, là, je vais entendre Bono. Mais avant, toute la préparation, là, l'intro ça fait monter. Mettons 1 minute et quart, on se back time pour ça. Là, moi, je suis le départ, il décolle la toune. Hey, là, le monde, OK, wow. Puis là, paf, on part avec Bono. On arrive à Alma. Moi, j'ai pas demandé, là. On fait le départ à Alma. Il remet la toune. Hey, c'est une bonne idée. On arrive à Dolbeau. Il remet la toune au départ. On arrive chez Costco. Il remet la toune pour le parc. Là, finalement, il l'a mis 13 fois. Et après 2 ans, ben, il est devenu la toune officielle du départ. Ouais. Puis au 10e anniversaire, donc, on a réussi à contacter Bono pour qu'il nous fasse un petit clin d'œil aux cyclistes. Pour leur dire, oui, parce que c'est devenu... C'est pavlovien même. Là, quand t'es là, t'entends la toune partir, puis il y a une espèce de frénésie qui embarque pour dire... Ça. Donc la musique, ça réveille les sens, puis elle te rappelle des souvenirs. Tu sais. Qu'est-ce que tu joues? Ah, moi, qu'est-ce que je joue? Sur ta guitare, là, mettons. Non, je suis pas encore rendu à jouer, là. Je te dis pas qu'il va y avoir un show, mais tu jamais là. C'est sûr que quand t'as eu ta guitare, tu t'es lancé en disant, celle-là, j'aimerais la maîtriser. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup le Cabrel, mais c'est dur à jouer du Cabrel. C'est très dur à jouer. Parce que Cabrel, c'est un de mes chanteurs, là, quand j'étais plus jeune. Moi, j'étais à peu près dans tous les styles, là. Non, j'ai pas de personne en particulier, mais les solos, là, de Pink Floyd, je suis capable de les jouer, puis ça, c'est toujours un thrill au début, tu sais. Je la joue, je m'enregistre, ça sonne pas pareil. Il y a quand même toute une agité. Puis avec le temps, tu finis par maîtriser. Puis ce qui est drôle, c'est que après, tu réfléchis même plus. Tes doigts vont se placer toutes seules. Mémoire musculaire, c'est en bas. Ah oui, c'est fou. Là, ça, je connaissais pas ça, moi, avant. Je dis, OK, cette tune-là, je fais une note de plus. Ah non, OK, là,
le cerveau se replace tous les éléments. Ouais. Fait que c'est ça, la musique, donc, elle est omniprésente autour du grand défi tout le temps. Puis, mettons, je vais closer le dossier musical, mais ça m'intéresse parce que je le savais pas du tout. Est-ce que c'est moi qui ai mal informé? Est-ce que tu en as déjà joué en public? La guitare, non. Ben, c'est arrivé avec... pour les grandes marches, il y avait un show, puis j'avais emprunté la guitare, puis j'avais joué un petit peu sur la scène, mais il y avait personne d'arrivé encore. Mais j'étais quand même sur la scène, là, mais je voyais quand même le thrill. Avec un bon système de son. Ah, malade! Là, évidemment, ça s'appelle Bon Papa, puis tu m'as ouvert une porte, qu'on le veuille ou non, puis on va aller jusqu'où tu es à l'aise d'aller, mais on quitte l'Anse-Saint-Jean. On a un père qui est plus présent. L'abbé Lance-Saint-Jean, c'est quand même, quand t'es à vélo, très long pour un... Oui, c'est fini. Nous, on n'a pas d'auto en passant. Là. Quand on quitte, on n'a pas d'auto. Donc, on est en HLM, on est à pied. Les gens n'ont aucune idée là, comment c'était compliqué. Là. Comment tu fais l'épicerie? J'ai grandi, moi aussi, sans auto. J'en ai longtemps voulu à mes parents. Nous, on était à Beauport. Il y avait l'autobus, la 800. Mais tu sais, revenir à 7, 8, 9 ans avec ta mère de l'épicerie, avec des sacs là, qui te tranchent les doigts, puis qu'il faut s'arrêter, puis que ça dure 45 minutes de marche parce qu'une maman conciliante dit « C'est beau, on va s'arrêter 5 minutes. » Vois-tu, moi, je descendais, là, c'est moi qui allais chercher le steak haché pour l'heure du midi là, avec mon vélo. Donc, c'est ça que je faisais. Moi, je descendais les côtes. T'étais le coursier? Oui, j'allais à l'épicerie, puis je ramenais... je me rappelle, ça coûtait 2 $. Là. Donc, j'achetais du steak haché pour le dîner, pour la famille. Là. Mais donc, les côtes, je les ai montées régulièrement, mais je ne faisais pas des grands bouts, là. Non, mais c'était avec déjà... le vélo de ma sœur. Ouais. Puis ton père, est-ce qu'il est resté présent? Non, pas du tout. Mon père, lui, c'était un contracteur. Mon père, c'était quelqu'un qui travaillait en forêt. Donc, il y avait des camions, beaucoup de camions. Il y a une compagnie, il a monté jusqu'à 14 camions. Là. Puis après ça, il y a eu des problèmes de santé, donc il faisait de l'épilepsie, mon père. Et ça l'a vraiment atteint, là. Puis bon, après, c'est bon. On le revoyait à l'occasion, là. Puis il venait nous rencontrer à l'occasion. Puis nous, je comprenais pas pourquoi ma mère avait divorcé de mon père, tu sais. Pourquoi? Puisque quand on est jeune, on comprend pas, là, tu sais. Notre père, c'est quand même un héros. Il nous a pas abandonné, mais tu vois que notre mère, c'était fini. Puis toi, tu espères qu'ils vont venir, là. Tu vois ça dans les films, mais c'est pas comme ça que ça se passait. C'était les premières femmes qui allaient divorcer. Et après ça, c'était pas une généralité, là. Là, les femmes, après, ont vu que c'était possible de se séparer de leur mari. Qu'elle n'était pas obligée de rester dans cette relation toxique-là. Carrément. As-tu des souvenirs dans ta jeunesse d'être conscient que ce modèle-là, ce père-là, il est pas idéal pour... On va peut-être prendre une pause parce qu'il est avec son souffleur de feuilles. Là, j'ai voir voler par la fenêtre. Non, attends. T'as pas de modèle paternel à partir de tes 10 ans. Pas du tout. Puis même celui, on peut présumer. Puis est-ce que ton père est décédé? Oui. Sa santé était pas 52 ans, puis c'est noyé. Oh my God. Ouais. C'est noyé dans la rivière Chicoutimi. Il a fait une crise d'épilepsie, puis il est tombé à l'eau, puis c'est terminé là. C'est ça. Comment t'as vécu ça? Avec détachement. Parce qu'il était plus là? Mais non, moi, il est parti, j'avais 11 ans. Là, fait que, tu sais, là, j'étais rendu adulte. Puis notre père, il n'a pas été présent, tu sais. C'est notre mère qui était importante, tu sais, pour nous. C'est elle qui a tenu le fort. C'est elle qui nous a... qui a fait en sorte que je suis devenu, là, pour mon père, tu sais. Puis tu deviens-tu l'homme de la maison? T'es où dans des 4 enfants chez vous? Je suis le dernier. T'es le bébé, toi? Oh, oui, puis moi, ma mère, je suis pas gâté, là. Mais vu que j'étais le dernier, les autres étaient partis. Pas encore partis, là. On est pas mal resté à la maison assez tard, là. Mais puis surtout, on tombait dans un contexte économique catastrophique, là. 81, 82, 83, où il n'y a pas de travail. Fait qu'on sortait de l'école avec un diplôme, mais on ne travaille pas. Comment tu fais, toi, quand tu as 20, 21 ans? Mais tu retournes à l'école. Tu retournes à l'école parce que là, tu dis, on va finir par travailler. Finalement, je vais me placer dans mes stages, temps partiel. Je retourne à l'école. Moi, j'ai commencé par mécanique diesel. Dans ma cohorte de 32 élèves, il n'y a personne qui a travaillé en mécanique diesel. Je suis retourné à l'école, je suis un cours en mécanique auto. Dans ma cohorte de 32 élèves, je suis le seul qui a travaillé en mécanique automobile. J'ai travaillé à temps partiel. À travers ça, j'étais allé chercher une formation comme moniteur de conduite automobile, donc je faisais un peu les deux. Pour ça, j'étais allé chercher une formation classe 1, chauffer des vannes. Parce que chez nous, mes frères, on était tous des chauffeurs de vannes. Puis quand j'arrivais pour souper, j'étais le seul qui n'avait pas de classe 1. J'étais allé chercher ma classe 1. Ça m'a servi dans le déluge. D'ailleurs, j'ai conduit beaucoup dans le déluge pour aider à reconstruire. Cette période qui n'était pas facile au niveau de l'emploi, tu étais obligé de trouver des travails ou des choses qui semblent te passionner un peu. Tu n'as pas de garantie que tu vas travailler quand même, mais tu as la compétence. Fait qu'aujourd'hui, je peux faire n'importe quoi. C'est ça. Tu as des certificats, tu as des qualifications. Carrément. On est capable. Qui servent à tout moment. Puis là, quand je vois arriver l'intelligence artificielle, là, moi, j'ai déjà une connaissance de base qui fait en sorte que là, elle m'amène dans la spécialité rapidement. Et là, tu deviens compétent. Là.
Si je me dis aux jeunes, prenez garde aujourd'hui, là, vous spécialisez, ça pire des choses. Restez général. Augmentons la culture générale au cégep pour que après vous soyez prêts à tous ces changements qui arriveront dans tous les métiers. Là. Tout va évoluer. Là. Ça, c'est comme Bruce Lee qui disait « Be water, my friend ». Tu te rappelles-tu de cette citation-là? Que tu sois malléable, que tu sois capable de t'adapter à toute situation. Fait que même là, tu es rendu à 62 ans? Oui, j'en ai 63 cette année en décembre. J'ai 62. Là. J'ai l'âge 62. Oui, on est juste en avril. Donne-toi une chance. J'ai toujours hâte de vieillir, moi. Ah ouais? Hein? Ça choquait mon beau-frère parce que lui, il a encore une calotte avec des lunettes puis il a mon âge. Tu sais, là. Il refuse? Ah oui, il refuse. Puis je dis, hey, moi, Denis, j'ai tellement hâte d'avoir 40 ans. Il dit, pourquoi? Ben, je change de catégorie. Quand je vais courir, jusqu'aux 40 ans. J'ai assez hâte d'avoir 45. Je disais ça. C'était vrai. Hey, qu'est-ce que tu vois dans cette progression-là? Changement de catégorie, c'est une chose superficielle. Ce que j'ai toujours prôné, okay, c'est que je lui disais, entretenez votre corps, là, puis restez équilibré. Je dis, mais comment tu peux être équilibré quand tu fais des Ironman? Vous avez raison. Mais je faisais 3 sports et un 4e l'hiver, du ski de fond. Pendant 4 mois, je faisais que du ski de fond pour guérir mes micro-blessures et me détacher de ce sport qui me demandait autant. Et ça permettait d'être durable dans le temps. Et je me disais, un jour, je suis convaincu que tout ça va payer. J'arriverai dans la soixantaine, puis j'aurai presque pas faibli. Puis probablement à 80, nous serons des exceptions, comme des jeunes de 40 ans. Ouais. On aura 80. Puis c'est ça qui va... Là, c'est en train de se produire. Ouais. Là, je suis allé faire la Gatineau-Lopette, puis excuse-moi, là, quand je fais des événements, puis on me dit, OK, c'est le temps de pousser, ben, je vais avoir 62. Ben oui, j'ai 62, puis j'étais encore dans le peloton, puis j'ai... Le corps, il livre là, longtemps, tu sais. J'ai pas le choix, puis là, on déroge la paternité. Quoique, non, mais oui, mais non, parce que tu restes toujours un modèle, puis Louis-François Marcotte, un de tes amis, me parlait de l'importance d'être en forme, justement, pour être à son meilleur, pour donner l'exemple à tes kids, pour toi-même juste être dans un état corporel et psychique où t'es au summum, où t'es bien. Juste être bien dans son corps puis dans son esprit. Puis est-ce que, réellement, on pourrait tous être des Pierre Lavoie? Ben, je dirais que ça se développe. Tu sais, d'abord, le leadership, on n'est pas leader, on le devient. Ouais. Par la suite, je dirais, ta capacité à surmonter des défis, il se développe par des projets que tu as accepté de faire qui étaient difficiles dans ta vie. À chaque fois que tu en fais un difficile, même si tu ne le réussis pas, tu grandis. On revient à l'inconfort en plus fort. Carrément. Puis là, à la fin... t'es une autre personne. Non? Je suis pas le même gars que moi. J'étais jeune, j'étais gêné. Je prenais pas trop de place. Tu sais, bon... je me démarquais pas, moi, là, du tout. Là, à quel moment t'es comme... Non, j'ai quelque chose à faire. Quand j'ai apparu, quand j'ai fait du sport. Parce que... c'est quand, ça, précisément? Ça a vraiment commencé... vraiment, il faut que je recule dans le temps. Quand je connais ma blonde, quand je sors avec Lynn, ma femme, en 84, je suis pas sportif. Là, je venais juste d'arrêter de fumer. Là. Donc, j'étais fumeur jusqu'à l'âge de 21 ans. Et là, j'ai arrêté de fumer. J'ai commencé un peu... j'étais allé au judo. Puis, je me suis blessé au judo. Fait que mon entraîneur avait dit « Ah, tu devrais faire la course des pichous. » Ah oui, c'est quoi ça? Puis, garder ta forme. Tu sais, t'es blessé, mais tu peux courir. Tu vas pouvoir revenir quelques semaines plus tard après ta blessure. Je dis, OK, c'est combien de kilomètres? Il dit 15 kilomètres. 15 kilomètres? Ça part raide. Moi, j'avais couru ça. Puis c'est dans 2 semaines. Bon, j'avais réussi à le faire. Puis après ça, j'avais pas aimé ça. Là, parce que j'étais pas entraîné pour ça. Mais ça prouve déjà que t'étais en forme. 15 kilomètres à 2 semaines d'avis. Oui, mais la course des Pichoux, t'as le banc d'eau. Là, tu descends de Jonquière jusqu'à la baie, jusqu'à Chicoutimi. OK. Puis là, il y a un engouement, le groupe, tu sais. Ouais. Mais ça m'avait pas accroché, sincèrement, tu sais. Puis donc, là, on s'est mariés, j'étais à Cuba, sur la plage, j'avais rien à faire. Je dis, ben, je vais commencer à courir. J'ai commencé à courir sur la plage. Quand je suis revenu, j'ai dit, OK, je vais continuer la course. Ouais. Puis, finalement, j'ai connu un coureur qui faisait du vélo. Il m'a amené à faire du vélo. Puis, qui m'a amené par la suite, ceux qui font du vélo, ben, ils font du triathlon. J'ai commencé à nager. Je savais pas nager. J'ai commencé à nager. Et finalement, j'ai connu des triathlètes où c'était un sport nouveau, c'était wow. Fait que c'est là-dessus que de ce club, où il y avait des gens quand même qui rêvaient à faire des grandes choses. Dont un de mes amis qui s'appelait Arnold Guérin, qui rêvait de faire un Ironman. J'ai dit, Arnold, le jour que tu en fais un, là, moi, j'aimerais qu'on le fasse ensemble. L'année d'après, il m'annonce, je fais l'Ironman de Montréal. OK, là, j'étais pas prêt. Là. Il dit, OK, on se prépare ensemble. Puis on avait fait Montréal, puis je me rappelle... En tout cas, tout ça pour dire que j'avais gagné. Puis c'était le Ironman? Oui, c'est ça qui était fou. C'est pour ça que je te dis, je suis pas sûr qu'on peut tous... Non, mais je savais pas que j'étais un athlète parce que moi, je suis fumeur sédentaire, j'ai aucune idée que j'ai des capacités physiques. Là. Donc, quand je m'entraîne, ça va bien. Mais j'étais avec mes chums, je suis pas meilleur que les autres. Là. Mais quand je suis arrivé dans l'événement, où là, on nageait le bassin olympique aller-retour, 43 tours du circuit Gilles-Villeneuve, je me démarque pas. Là. J'étais encore dans la moyenne. Mais quand on va commencer le marathon, là, tout le monde faiblit.
Moi, je faiblis pas. Je cours mon marathon pas trop vite. Mais là, à cette vitesse-là, j'ai rattrapé l'Américain qui était promis puis le matin, puis j'ai gagné l'Ironman dans le temps record, 9h22 minutes 52. Donc là, quand j'ai traversé la ligne, OK, j'étais un athlète d'endurance. Ouais, c'est là que j'ai réalisé que j'étais un athlète d'endurance, mais pas de vitesse. T'sais. C'est ça. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi qu'à l'école primaire, j'étais pas bon en sport. Parce qu'à l'époque, il y avait un programme qui avait été mis en place par le gouvernement canadien qui s'appelait Participation, qui avait une mission bien précise, faire la promotion des Olympiques de 1976 qui approchaient. Et il allait lancer des Olympiades dans les écoles, sans longueur, sans hauteur, 50 mètres. Ça, c'était dicté sur les Jeux olympiques de Montréal. Donc, on allait aller dans les écoles, mesurer, évaluer, comparer les enfants. Donc, ceux qui sont fibrés rouges comme moi, fibrés, fibres musculaires rouges, courts, d'endurance, sont pourris dans les sports de vitesse. Parce qu'eux sont fibrés blancs, les longues fibres explosives. Donc, puis comment peux-tu m'analyser? Oui, on fait biopsie musculaire. On fait biopsie musculaire. On sait si tu étais prédisposé à l'endurance ou à la vitesse. Ah ouais? Ah ouais, ni l'un ni l'autre, c'est quel type de fibre? Il y en a un intermédiaire entre les deux, puis lui, ce qu'il fait, il va se transformer. Okay. Donc, si tu te mets à travailler en endurance, il va se transformer vers l'endurance. Ouais. Ou il peut t'aider pour la vitesse, être un peu meilleur en vitesse, mais tu ne seras jamais un pur vitesse. Donc, il y a plein de jeunes qui se sont fait discriminer par le programme canadien qui est allé dire aux jeunes, t'es pas bon en sport. On les questionne aujourd'hui. Pourquoi t'as jamais fait de sport? Ah, moi, j'étais pas bonne dans les sports à l'école. Donc, c'est l'école qui est venue dire. C'est comme quand t'as 65 en éducation physique. Excuse-moi, 65 en maths. Ben, tu ne feras pas un comptable. Quand t'as 65 en sciences, tu ne feras pas un ingénieur. Quand t'as 65 en éducation physique, quel message que tu reçois, tu sais. Mm-hmm. Pour ça, j'ai dit, la note est très discriminatoire parce que quand tu bouges, c'est pas pour la performance, c'est pour maintenir ton corps en santé. Mm-hmm. Puis moi, je m'en fous totalement à quelle vitesse que vos enfants courent, là. L'important, c'est qu'il doit bouger 1 heure par jour. Comprenez, j'avais compris rapidement, c'est là que j'ai compris. OK, j'ai été discriminé toute ma jeunesse dans des écoles. On était convaincus que je n'étais pas un bon sportif. J'avais 65 en éducation physique parce que je courais pas vite. Puis j'attrapais mal le ballon. Mais j'étais une machine d'endurance sur 2 pattes. Et on peut pas mesurer un jeune petit cul. Donc, les Scandinaves l'ont découvert. Tu touches pas aux enfants de 14 ans. T'es laisse tranquille. Ouais. D'ailleurs, Marc-Claude Viault, un des précédents épisodes que j'ai présenté, elle t'a cité là-dessus, parce qu'avec ses enfants, il commence à essayer d'enlever... Elle habite à Bromont, puis elle dit, l'équipe de compétition, on oublie ça, on y va juste pour le fun en famille maintenant. Puis c'est une fille qui est rendue une athlète d'endurance à cause de toi. Ouais. Faut que je te le dise. Je la connais, Marie-Claude. Pour vrai? Ben oui, elle était à l'Institut Leadership. Oui, puis je l'ai vu évoluer, c'est fun. Puis après, tu vois que... Après, ça a un impact dans sa famille. Ça, c'est important. Parce que c'est ça, les ambassadeurs, en passant, c'est parce que tu peux pas avoir un ambassadeur pour un mouvement. Ouais. Il faut que ça soit incarné par d'autres si tu veux que ça réussisse. Ouais. Moi, je me suis rendu compte que j'ai travaillé pour toi, pour le grand défi. Là. Le grand défi n'est pas toi. Quoique, je trouve ça fascinant parce que je m'en viens ici aujourd'hui parce que je me suis dit, crime, je connais. Tu sais, Pierre Lavoie, t'es devenu un brand. T'es devenu le grand défi Pierre Lavoie. T'es le porte-étendard. Mais si je connais l'histoire derrière de la fondation du grand défi, je le sais que tu as perdu tes 2 premiers enfants d'acidose lactique, mais je me suis rendu compte que ça finissait là, la connaissance. C'est comme une information sur papier un peu froide. Je sais pas si je m'exprime bien en disant ça, mais c'est un fait. Mais je me suis dit, Christy, j'ai jamais parlé à Pierre de ça. Ouais. Tu sais, toute la partie où l'humain, Christy, le père, je d'ailleurs, c'est pour ça que au début, j'ai eu beaucoup de critiques avec les cubes énergie, les maudits cubes et tout ça. Les gens ne comprenaient pas, mais ils ne connaissaient pas la jeunesse. Ils ne savaient pas d'où était parti. Parce que le grand défi, c'est pas un show boucan d'un cycliste égocentrique qui veut montrer qu'il est bon en vélo. Là. Il est assis sur des valeurs, sur des principes, puis sur un historique là, qui s'est passé avant le lancement de ce mouvement social. Puis il y a une raison bien précise pourquoi je l'ai lancé. Là, puis moi, j'ai un clou, je le cogne depuis 2009. T'es un athlète d'endurance. Oui. C'est exactement ça. Je suis patient. Dans ton oui, carrément, je suis patient. Je vais aller au fond des choses parce que je suis profondément curieux de ça. J'ai des enfants de 6 et 7 ans. On se le dit, Christy sont en forme. Genre, quelle chance quand t'es un parent. Ouais. Faut se le dire. Faut être conscient parce que, tu sais, je te ramène ma blonde. Puis moi, on est allé à Sainte-Justine au début quand mon bébé est né, quand Romane, mon premier enfant, parce qu'elle avait peut-être à la hanche, genre, tu sais, elle est née en petit crapaud, fait qu'il fallait qu'on regarde quelque chose. Puis comme parent d'un enfant de quelques mois, quand tu te ramasses à Sainte-Justine pour une petite radio comme ça, mais que tu es à la même place que les autres. Ouais, puis tu dis, eux, ils sont pas ici juste pour peut-être mettre une attelle à leur enfant 3 mois. Là. Non, c'est ça. Non. On n'a aucune idée comme parent, sinon que de se dire, Christy, je suis chanceux, je me rends pas compte. Lynn, en 82, vous commencez votre relation ensemble. À quel moment, tu sais, le projet de famille, puis...
tout il arrive assez vite. Nous, on voulait beaucoup d'enfants. On en voulait au moins 4-5. Là. Et le premier, Bruno Pierre, né en parfaite santé. Il est né en 90. Donc, moi, je fais pas de sport encore. Là. Je fais pas encore de Ironman, vraiment. J'ai pas encore de carrière, je dirais, professionnelle. Parce que je vais avoir une carrière de professionnel pendant 7 ans. Là. Donc, après, je fais mon premier Ironman en 92 à Montréal. Là, je vais gagner. C'était pas prévu que j'en fasse 2. Mais en gagnant, j'ai pas le choix de continuer. Là. Je dis, OK, là, t'as un petit indice que ça vaut la peine de là, je dis, OK, là, le next step, c'est Hawaii. OK, je peux me qualifier. Je voyais mon temps. Là. J'étais meilleur temps canadien. Fait que j'ai pas le choix. C'est sûr que je vais à Hawaii. J'ai qu'à aller me faire la qualification à Penticton, dans la vallée de Canagan, au BC. Fait que je suis allé là-bas. Je me suis qualifié. Puis j'étais à Hawaii en 93. Mais juste avant d'y aller, notre fille est née. Laurie était née en mars 93. Et quand on est revenu d'Hawaii, j'avais performé, j'avais fini 49e au classement général. On voyait que, OK, j'avais des capacités. T'as une carrière devant Oui, toi. j'étais déjà proche sous les 9 heures, puis il n'y a pas beaucoup de monde mondialement qui allait sous les 9 heures. J'étais à 9 h 3 minutes, fait que ça se prépare. Moi, ma carrière se prépare. OK, là, je vais aller jusqu'où je peux aller. Et un mois plus tard, le 3 décembre, on s'en va en pédiatrie pour un examen de routine. Puis le pédiatre prenait des mesures, puis je l'observais. Je vois qu'il ne parle pas beaucoup. Puis là, il nous demande, est-ce que je pourrais prendre une prise de sang? J'aimerais ça vérifier quelque chose. Bon, OK, l'hôpital est à côté. Fait qu'on s'en va à l'hôpital, puis on attend dans la chambre. Là, il revient à peu près, je sais pas, ça a dû prendre 45 minutes pour avoir le résultat. Là, il revient dans la chambre, puis il nous annonce que notre fille est atteinte d'une maladie régionale qu'on appelle acidose lactique. Là, tout de suite, je fais le lien avec acide lactique. J'y pose la question. C'est-tu comme nous, les athlètes, l'acide lactique? Ouais. Sauf qu'elle n'est pas capable de s'en débarrasser, ça se cumule, puis c'est mortel. OK? Donc, il dit, la plupart des enfants meurent entre 16 et 22 mois. Donc, elle a 8 mois. Donc, il lui reste quelques mois à vivre. Fait que profitez-en. Elle ne sera pas là longtemps. Elle va mourir d'une crise acidotique. Donc, c'est une crise qui ne se prévient pas et qui ne se maîtrise pas. Ça ressemble à une crise d'asthme au début. Et ça se décompense rapidement. Pendant 10 minutes, c'est terminé. J'aurais pas le temps de vous rendre à l'hôpital. Elle va mourir probablement chez vous. Là, il quitte la chambre, puis il s'en va. Il nous laisse comme ça. Là. Ouf, les lumières se sont éteintes. Il pleuvait à l'extérieur, je m'en rappelle. Et là, il faut revenir à la maison. Là, on repart avec cette petite bombe programmée pour exploser. Mais on ne sait pas la journée puis l'heure. Là, ma femme doit arrêter de travailler là, parce qu'elle ne peut plus aller travailler. Donc, nous, là, difficulté financière s'installe. On a 2 enfants à la maison. Moi, je travaille dans une papetière où ils nous mettent dehors à l'occasion, des restructurations. Non, ça va pas bien. Là, puis ça m'émeut, là. Ouais. Toi, tu retournes chez vous. Ouais. Puis tout ce que tu sais, c'est qu'un jour, pendant que tu es à job, peut-être, ta femme va t'appeler. Donc, pour te dire... j'avais un télévertisseur. Je m'étais acheté un télévertisseur. Je dis, Lynn, mets le 9 ans, il se passe de quoi, là? Puis j'avais calculé, en sortant de l'usine, les machines à papier, le temps d'embarquer mon auto, puis me rendre à la maison, j'étais pas capable en 10 minutes. Fait qu'on vivait avec un stress, là. Quand je travaillais de nuit, surtout, là. J'étais hyper inquiet tout le temps. À quel moment ça va se passer bientôt? On le sait pas, là. L'enfant, il va très bien. Tu le regardes, tout va bien, tu sais. Donc, on a vécu avec ce stress-là longtemps. Donc, Lynn ne travaille plus. Et là, on est vraiment on a l'annonce le 3 décembre. Le 17 décembre, donc on est 15 jours plus tard. C'est ma fête. Mon patron, machine à papier, me fait venir dans son bureau. Il me dit, Pierre, on va faire une restructuration, puis on met 50 employés dehors, puis tu vas être mis à pied le 1er janvier. Et je perds ma job en même temps. C'est juste... Fait que c'était ça à l'époque. Donc, tu perds ta job, ta fille a une maladie grave, là, ça prend du lait spécial. Ça va pas bien, là, tu sais. Donc, on est en 93. Là, les fêtes vont passer, ma famille va essayer de m'aider un peu, ma mère, bien entendu. Elle a tout aidé là pour nous aider. Fait que là, le temps va passer, on avance, puis là, Laurie grandit, ça va bien. Finalement, il dépasse le stade du 2 ans où tous les enfants mouraient. Et là, je deviens président de l'association régionale. Parce que moi, c'est par hasard, là, parce que moi, c'était pas prévu que je devienne président. Là. Moi, j'avais présidé rien dans ma vie. J'étais à l'Assemblée générale de l'association. Le président de Réhoud vient me dire Pierre, il y a les élections générales, puis je vais quitter. Là. Moi, ma femme, elle va pas bien. C'est ça parce que tu vas chercher du soutien. Dans le fond, vous étiez combien de parents à Saguenay-Lac-Saint-Jean? On était plusieurs parents, mais la part des enfants étaient morts, ou ils allaient mourir bientôt. Là. Puis il y avait quand même des parents qui avaient perdu leurs enfants qui veulent t'aider là-dedans. Mais on se regroupe, mais les réunions, c'est pas positif, là. C'est pas le fun. Là. Puis André, le président, a perdu 2 de ses enfants, puis son 3e enfant est atteint. Puis sa femme est à burn-out. Fait que quand il me demande de le remplacer, je peux pas dire non. Je le fais par compassion. Puis c'est là que la première fois que j'avais un rôle de leader, j'ai dit, écoutez, on ramasse pas assez d'argent, la recherche n'avance pas.
La maladie est seulement régionale, puis personne ne la connaît. C'est là, on a un problème. Là, faut focusser sur quelque chose. Là, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire un jour passer à l'action puis faire les choses autrement. Bon. Fait que le temps a passé. Et quand elle atteint 4 ans, c'est là que Charles, le diagnostic, Pierre-Charles Morin, c'est le pédiatre. Pas celui qui nous l'avait annoncé, c'est lui qui traitait la maladie. Puis là, on était devenus des amis, il faisait du triathlon. Puis c'était vraiment, j'avais son cellulaire, puis quand j'étais inquiet, hey, Charles, tu penses-tu, viens me voir à l'urgence. Là, j'avais comme un bypass rapide pour nous rassurer. Puis il m'a dit, non, Pierre, elle va bien, elle est comme Nicolas, Philippe, Daphné, Maïka, là, ces enfants qui survivent à l'acidose lactique. On savait pas pourquoi, ils faisaient pas de crise acidotique. Puis donc, il dit, elle est probablement dans cette catégorie-là. On se découvrira un jour pourquoi ils font pas de crise, mais pour l'instant, on le sait pas. Puis ton stress là, atteint 4 ans. S'enlève un peu, j'imagine, oui, là, parce que le 4 ans, elle est encore... Ah ben oui, là, je reprends l'entraîneur. Je retourne à Hawaii, je vais gagner en 96. Là, je deviens triathlète professionnel. Je finis 25e au classement général, au Ironman. Fait que là, il y avait 150 pros, je les ai presque tous battus. J'ai pas le choix. Je passe professionnel. Et là, je suis invité à faire l'Ironman du Japon, qui a lieu en mai, début mai. Et là, il faut me préparer, c'est l'hiver. Là, je regarde ça, je dis, OK, il faut vraiment, j'ai fait 2 semaines en camp d'entraînement en Arizona, Tucson. Je vais voir Charles. Charles, tu penses que je pourrais partir 2 semaines en Arizona à fin mars? Après ça, je pourrais partir en avril ici, finir mon entraînement pour l'Ironman du Japon. Ah ouais, puis il n'y a pas de problème, tu peux partir. C'est maintenant, Laurie, elle va très bien. Est-ce qu'il continue de faire des tests, pendant ce temps-là? Parce que j'essaie de... Non, il n'y a rien à faire. C'est juste son feeling. C'est son avis professionnel. Oui, puis là, l'enfant, quand on sent qu'il va pas bien, elle n'a pas une grippe, mais une gastro, tu vas à l'hôpital, ils vérifient, OK, là, ils vont l'hydrater pour être sûr qu'elle est capable de passer à travers le virus ou le microbe qui l'a attaqué. Là. Donc, moi, je pars en camp d'entraînement. Après une semaine, j'étais là-bas. On était en Arizona. J'arrivais de nager à l'Université d'Arizona. Il est 7h moins quart le soir. Je rentre dans ma chambre, puis le téléphone sonne. Je trouvais ça un peu bizarre. Puis je décroche, puis au bout de la ligne, c'est Charles Morin qui me dit qu'il était d'urgence de Chicoutimi avec Lynn. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec Laurie? Il voulait pas me répondre. Il dit, Lynn veut te parler. Puis Lynn prend l'appareil, puis elle me dit que Laurie vient tout juste de décéder en arrivant à l'hôpital. Elle venait de faire une crise ce jour-là. Fait que, après 4 ans. Ouais, 4 ans. Fait que j'étais pas parti au bon moment. T'sais. Ça s'est passé radicalement. Donc, je reviens au pays de cette culpabilité que j'aurais toute ma vie, pour être présent avec ma fille qui est décédée. Puis là, je me dis, est-ce que j'aurais pu l'aider, ma fille? Je me sentais incompétent, Je suis pas généticien, je suis pas un médecin, je suis pas un homme d'affaires à brasser des fonds, je suis un mécanicien opérateur d'usine, Fait que je peux pas aider ma fille. Puis j'ai tout le temps senti que j'avais pas les compétences pour le faire. Je pouvais pas faire quelque chose. Je pouvais rien faire. Puis donc, là, je pars avec mon vélo. Je suis en deuil, bien entendu, puis je pédale. Puis quand je monte les côtes, j'arrive en haut des côtes, je suis moins émotif, je suis plus rationnel. Là, je réalise que, OK, ça me fait du bien, c'est faire du sport parce que je réfléchis. Qu'est-ce qu'il est venu faire, là? Moi, j'ai des valeurs, Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi il est parti si vite? 4 ans? Je pédale, je suis seul sur mon vélo, moi, je suis toujours tout seul. Je pédale, je m'entraîne, je réfléchis. Sur mon vélo, je réfléchis beaucoup. Et que j'ai pas de réponse à mes questions. Le temps passe, on décide d'avoir un autre enfant. Et là, on est à risque, on le sait, on est porteurs tous les deux. On passe sur des tests. Vu qu'on n'a pas découvert le gène, donc c'est un test enzymatique, donc amyosynthèse 14e semaine de grossesse, avec un résultat à la 18e. Et là, on va arriver dans une zone grise. On arrive dans une zone où l'enzyme qui est manquant chez les enfants est présent à 97 %. Puis on nous avait dit quand il est présent à 50 % dans les cellules, l'enfant est atteint. Quand il est présent à 100 % il n'est pas atteint. Fait qu'on a une petite zone grise, mais ça ne semble pas inquiéter personne. Fait qu'on va de l'avant. Et naîtra Raphaël. Donc, Raphaël vient de naître. Moi, je l'observe. Je le trouve tranquille, Ça m'inquiète un peu. Donc, on prend une prise de sang. Puis un bilan sanguin, quand tu prends une prise de sang, il sort un bilan. Puis le bilan, il est dans le cardex en aluminium, sur le bureau des infirmières, à l'étage où on est. Fait que moi, je suis monté en haut. J'ai attendu patiemment le cardex. Quand il est arrivé, je suis traversé de l'autre côté. Personne ne m'a vu, puis je suis allé voler le rapport. Je voulais me rassurer qu'il était comme nous tous, avec un taux de lactate sanguin entre 0,9 et 1,1. Et quand j'ai vu 6,0, je suis parti avec le rapport. Je suis monté à l'étage, je vois Marcel Milot, qui était le pédiatre de garde. Il a dit, Marcel, c'est le test de Raphaël. Ça ressemble beaucoup d'un enfant atteint. Il dit, oui, Pierre, on s'est trompé. Raphaël est atteint de la maladie. Fait que là, faut que j'aille le dire à ma femme qui ne sait pas. Fait que on retombe dans le même système. Puis c'est une blessure qui est encore tellement vive de retomber là, tu dis, là-dedans. OK, là, on fait quoi avec ça, là? Fait que là, moi, je suis président d'une association. 9 autres enfants étaient nés dans la région. Seulement, il y en a 2 par année. Là, il était né 10. J'étais le président. Fait qu'à chaque fois qu'un enfant qui meurt, il faut que j'aille au salon. C'est pas le fun. Tu sais, t'es président, t'as pas de solution, personne ne connaît la maladie, tu ramasses pas assez d'argent pour la recherche, puis t'es président, t'as un enfant atteint à travers eux autres. Qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Là, j'ai dit, OK, là,
On peut pas détruire, hein. Dire c'est votre faute, vous êtes trompé, on va vous actionner. Mais j'ai préféré construire. C'est ça j'ai dit, OK, j'ai quoi dans mon coffre à outils? Je suis pas médecin, je suis pas généticien, je suis pas un homme d'affaires, mais je suis un athlète, j'ai un vélo qui me sert à gagner des médailles puis nourrir mon ego. Maintenant, il va me servir à faire avancer l'acidose lactique. Donc, c'est là que j'ai créé le défi Pierre Lavoie, qui devait s'appeler le défi acidose lactique. Mais les gens détruisaient tellement le nom, il était tellement pas connu. On dit, Pierre, il faut mettre ton nom. Mon comité organisateur, il m'a dit ça. Parce que tu as de la notoriété, ça va attirer l'attention, tu es athlète, tu es connu, et on pourra parler de la cause. OK, fait que j'ai mis mon nom dessus. Je savais pas que ça allait me suivre toute ma vie. Là, fait que c'est né le 3 septembre 1999, puis le but, c'était sauver mon fils Raphaël. Puis j'avais calculé, faire le tour de ma région, c'était 650 km. J'avais calculé que je suis capable de le faire en 24 heures. Je vais le faire en une journée. Faire le tour de la région complète. C'était jamais fait. Fait que ça a fait un temps d'arrêt et une réflexion. J'ai passé des messages. Là, j'ai commencé à faire des coms. T'sais. Raphaël est vivant à ce moment-là. Raphaël est vivant. Donc, les gens vont connaître Raphaël. Mais ils vont voir que c'est pour lui. Là, il est dans le journal. Il fait la front page du journal. Je suis allé arriver avec au départ et les gens suivent l'événement toute la fin de semaine. C'est hyper médiatisé chez nous. Les radios en parlent. Tout le monde met du sien pour dire faut sauver Raphaël. Puis, donc, là, on était... c'était en septembre. Et quelques mois plus tard, Raphaël fera une crise le 7 janvier suivant, en 2000. Donc, ce soir-là, on va réussir à le sauver. C'était inhabituel, absolument, il meurt, les enfants. Puis, parce qu'on a agi rapidement. J'ai convaincu l'ambulancier de ne pas nous amener à l'hôpital Labbé, de ne pas aller chercher son coéquipier, puis de bien me prendre et m'amener directement à Chicoutimi. Et quand on est arrivé à l'hôpital Chicoutimi, j'avais des bras, fait que je l'ai donné aux infirmières. Il était en arrêt respiratoire. Finalement, ils l'ont intubé, ils l'ont stabilisé, ils l'ont mis dans une avion-ambulance, puis il est parti pour Sainte-Justine par la suite. Là. Fait qu'arrivé à Sainte-Justine, il avait survécu, puis il a passé 63 jours aux soins intensifs, puis il est décédé le 10 mars. Donc, c'est là qu'après, on aurait pu tout arrêter. T'sais. Fermer tout la shop, passer à d'autres puis dire, OK, là, maintenant, nos enfants sont morts, on a ramassé des fonds, on a sensibilisé. Ouais. Mais ils sont encore là. Ils reviennent. Hey, excusez, mais c'est un moment quand même... Il ressouffle dans l'autre bord. On était à mais je trouve ça fascinant. Puis ouais. Je reviens au fait que, tu sais, c'est correct, tu peux pas l'expliquer chaque année, puis j'ai pas l'impression que tu désires non plus, mais Christy, le grand défi Pierre Lavoie, tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Mais fondamentalement, c'est... faut se revenir à l'époque. Là, on avait deux choix. Là, parce que moi, je voulais plus être président. Je voulais plus non plus organiser d'événements. On n'avait pas réussi. Nos enfants étaient morts. T'sais. On n'avait pas réussi à T'as encore Bruno Pierre. Oui, mais les deux autres, moi... Tu veux pas revivre ça, jamais ouais, puis là, je me disais, OK. Finalement, quand je suis revenu, j'ai changé d'avis. Je suis resté président. Parce que les gens qui étaient assis devant moi avaient tous perdu leur enfant aussi. Là. Les 9 autres couples. Je ne vais pas les abandonner. Le navire allait couler. Les 10 enfants nés cette année-là... Ils étaient tous morts. Il y a 6 qui étaient morts avant le défi Pierre Lavoie, puis 3 autres qui sont morts à l'automne. Fait que moi, je suis promené dans un salon funéraire pendant 1 an. Et le dernier, c'était mon fils. Donc, tu sais, à l'époque, quand j'ai rembarqué sur mon vélo, j'assumais mes responsabilités de président, tu sais, en disant, les autres qui vont naître, on peut pas les abandonner. Donc, j'ai poursuivi la présidence, j'ai réuni mes bénévoles en disant, OK, on fait un deuxième défi. Puisqu'il n'y avait pas de deuxième défi, c'était fini, là. Tu m'aurais pas connu, là. Ouais. On serait jamais, ça serait arrêté là. Mais en rembarquant sur mon vélo, il y a eu 2 autres défis, puis là, finalement, un 4e. Puis on a fini par financer la recherche. Et on a fini par découvrir le gène. Bon. Là, la découverte du gène, moi, je connaissais tous les impacts qu'on allait faire avec. Là, on a le gène. Et je savais qu'il s'en venait. J'avais eu des nouvelles de mes chercheurs. Pierre, on approche, une question de temps. Fait que j'avais commencé à rencontrer les autres maladies régionales en leur disant, écoutez, là, on a découvert les gènes, on peut dépister. Là maintenant, là, je vous le dis, là, moi, avec l'acidose lactique, là, je peux dépister juste l'acidose lactique dans la région. Mais je pense qu'on peut dépister toutes les autres maladies. Mm-hmm. Fait que j'ai dit, embarquez dans mon navire, puis on va revendiquer un dépistage de nos maladies héréditaires. Fait que c'est ça qui s'est passé. Donc, à partir de là, avec la découverte du gène, moi, j'avais 40 ans, puis Lynn 39. Puis on avait essayé d'avoir d'autres enfants par insémination, puis ça marchait pas, tu sais. Puis, parce qu'on voulait pas avoir un autre enfant atteint, on ne savait pas d'allure, parce qu'on était porteurs tous les deux, on avait une chance sur 4 à chaque fois qu'on avait un enfant qui soit atteint de la maladie, 2 sur 4 qui soit porteur, puis une chance sur 4 qu'il n'y ait rien du tout. Donc, quand on a découvert le gène, je dis, Lynn, on peut peut-être se rester ensemble, là, parce que là, ils ont découvert le gène, on va avoir des tests sûrs à 100%. Ils ne peuvent plus se tromper. T'sais.
Parce que nous, on était stigmatisés du dernier résultat. Fait qu'on s'est relancé dans l'aventure, puis Léna tombée enceinte de moi. Puis finalement, on a fait la biopsie chorionique à Sainte-Justine à la 10e semaine de grossesse. Ça appartient au placenta qui appartient à l'enfant. Donc, c'est le placenta qui appartient à l'enfant, excusez. Et 6 jours plus tard, ils nous ont appelé pour nous dire que tout est beau. Il est non atteint de la maladie. Hey, ce moment-là où le téléphone sonne. Oui, c'est ça. Puis c'est toi, là. C'est toute la gang qui est embarquée, mais c'est chemin que vous avez fait qui te permet de savoir que... Ça, c'est le pied de nez qu'on a fait à l'Acétate lactique. Donc, on a travaillé fort, on a découvert le gène, puis on a pu avoir un 4e enfant en pleine santé, puis on a fermé la boucle. Pour dire que... Oui, tu nous as enlevé 2 enfants, mais on a eu un 4e en pleine santé. Donc, c'est Joliane, aujourd'hui, elle a 21 ans. C'est notre cadeau du ciel, tu sais. Puis après avoir fait toutes ces démarches-là, après ça, j'ai pris de front le dépistage génétique populationnel. Puis ça avait pris au moins 6 heures à convaincre tout le monde puis de le mettre en place, qui était le premier au monde en passant. Après, je me disais, OK, les maladies orphelines sont orphelins du système de santé. Pourquoi on n'a pas de financement? C'est parce que tout l'argent va dans les maladies qu'on pourrait éviter par des comportements responsables. Fait qu'on ne fait pas de prévention. Donc, il y a un dommage collatéraux, c'est nous qui subissons. Les 750 maladies génétiques orphelines du Québec. OK, maintenant, on va s'attaquer à l'éléphant. On va préparer la société à avoir des comportements plus responsables. Et cette marge de manœuvre qu'on dégagera en santé un jour, on pourra l'investir dans les vrais malades, ceux qui naissent avec des maladies génétiques. Donc, c'était ça le grand défi. On allait virer l'événement à l'envers. Ça allait plus être dédié à l'acétate lactique. Ça allait être un mouvement saines habitudes de vie. Et bien entendu, les profits qui viennent du 1000 km sont réinvestis dans les maladies orphelines. Donc, à date, on a financé 266 projets de recherche sur les maladies génétiques orphelines au Québec. On est un des plus grands donateurs pour les maladies orphelines du Québec. Donc, on aide toutes les maladies orphelines du Québec depuis maintenant 18 ans. Donc, c'est ma contribution pour les maladies orphelines du Québec et, bien entendu, les jeunes qui bougent. Et quand, au début, quand je te disais que je trouvais ça dur, les critiques que je recevais par rapport au Cube Énergie, c'est parce que c'est les cubes de mes enfants. Les gens, ils savaient pas, les gens. Puis quand je faisais une conférence, là, ils comprenaient toute la jeunesse. Ils venaient s'excuser après. Excuse-moi, les cubes, je t'en voulais. J'ai sacré après les exercices, je savais pas, 15 minutes à je faire. savais pas la jeunesse, je savais pas que c'était partie de tes enfants. Oui, vos enfants, là, je les défends comme les miens. Puis quand je vois qu'on les discrimine, qu'on les exclut, puis on cherche juste je vais les défendre autant que j'ai défendu les miens, je vous le dis. Là. Ne vous en faites pas. Là. J'ai pas changé de valeur. Là. J'ai des valeurs, j'ai des principes qui sont bien arrêtés. T'sais. Fait que c'est ça le grand défi. C'est pour ça que les gens embarquent. T'sais. Ça, c'est pas une arnaque. Là. Ils sont là. Ils vont dans les écoles. À date, on a remis 40 millions dans les écoles primaires en achat d'équipement. Puis on a financé 260 projets de recherche. Tu dis, on a un impact social énorme. Puis en plus, on influence le politique, les règles, les règlements. On pousse les ministres, on pousse les gouvernements à aller dans la bonne direction. Tu sais, t'arrêtes jamais. Que ce soit entre le sport, tu me disais tantôt, tu m'as montré là, tes écouteurs avec une petite moumoute anti-vent parce que tu fais des entrevues, tu reçois des appels pendant que tu es à vélo, puis je te connais, tu vas pas sortir courir ou faire du vélo parce que tu as un appel important, mais tu vas pas prendre ton appel important. Tu fais tout ça. Tu as 2 enfants qui sont là. Comment t'as fait? As-tu été capable à la juste hauteur, parce que ça devient plus grand que soi à un moment donné, là, être le père présent pour ceux qui restent, tout en menant à bout, à bien. OK. Là, je te remets. OK, c'est une bonne question. Comment maintenir l'équilibre dans le déséquilibre? C'est à peu près. Oui, c'est ça. Ben, je suis curieux parce que. Regarde, je vais te conter quelque chose d'extrême, OK? Qui s'est vraiment passé, puis que j'ai fait. Puis je le regrette pas. OK? Donc, moi, le grand défi, moi, je demeure à Chicoutimi. À 457 km. Ici, là, je suis à 457 km de la maison. OK? Nos bureaux sont ici, à Boucherville. Bon. Pourquoi on voulait être proche des sièges sociaux? C'est parce qu'on ne demandait pas 50 000, on demandait 1 demi-million par commanditaire. Parce que 90% du financement du Grand Défi, il est privé. Donc, on avait besoin des Saputo, des Desjardins, des Rio Tinto de ce monde, des Hydro-Québec. Donc, on avait besoin de ces grands donneurs d'ordre qui allaient venir contribuer à un mouvement social. Puis les convaincre qu'on allait livrer. On avait fait quelque chose de spécial, embarquer tout le monde, puis dans l'inclusion. Bon, ils sont là avec nous depuis 18 ans, je les remercie encore aujourd'hui. Mais moi, je demeurais à Chicoutimi. Si je déracinais ma famille, puis je m'en ai resté à Montréal, ma femme n'aurait pas suivi. OK? Puis là, j'étais pris entre, OK, là, je fais quoi? Donc, je vais voyager. Mais il ne faut pas que ma fille se rende compte que je travaille à Montréal. Donc, le matin, je vais leur conduire à son école, à Sainte-Bernadette, à pied, c'est 650 mètres, la maison. Je revenais à 8h moins 5, j'embarquais dans l'auto. Je montais à travailler à Boucherville. J'arrivais ici après dîner. Okay? Puis quand je finissais avant 8h, mes obligations, je revenais coucher à la maison. J'arrivais vers minuit, 1h du matin. Je me levais à 6h30. Je déjeunais avec ma fille.
J'allais leur conduire à son école à pied. Puis je remontais à Boucherville. Puis si je finissais avant 8 heures, je revenais coucher à la maison. Je dépassais, je restais couché à Boucherville. Puis je l'ai calculé, je l'ai fait en moyenne 3 fois par semaine. Aller-retour au Saguenay-Montréal. Pendant combien de temps? 11 ans. 1 200 000 km que j'ai roulé. À me déplacer entre ma résidence et mon milieu de travail. Pour être là pour tes enfants le matin. Puis il y avait une raison, c'était ma fille. Puis quand j'explique que ma fille elle était tellement précieuse, là, elle était née, tout ce travail, le symbole qu'elle représentait, il n'était pas question que je ne sois pas présent. Fait qu'elle ne s'est jamais rendue compte que je travaillais à Montréal. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous en avez reparlé? Tu sais, c'est rendu une adulte, Juliane? Oui, à 21 ans. Elle ne sait pas les détails. Mais toujours pas? Non, elle n'a jamais questionné, elle n'a jamais regardé. Non, ça va venir. Donc, je pense à ça. Puis, non, plus tard, ça va arriver. Je le sens, elle commence à être une adulte. Là. Je sens qu'elle va poser les bonnes questions bientôt. Ouais. Bruno Pierre, des années de oui, plus. Bruno Pierre, il a tout vécu, Bruno Pierre. T'sais. Puis Bruno Pierre, il avait quel âge à ce moment-là? Bruno Pierre, lui, quand Laurie est décédé, il avait 4 ans. Puis quand Raphaël est décédé, donc c'était 4 ans plus tard, il avait 8 ans. Donc, c'est ça. Lui. Non, excusez-moi, quand Laurie est né, il y avait 4 ans. Quand elle est décédée, il y avait 8 ans. Puis quand Raphaël est décédé, il y avait 11 ans. Comment t'accompagnes un enfant là-dedans? C'est l'exemple. Je pense que Bruno Pierre, c'est un grand bonhomme, 6'5". Puis d'une gentillesse absolue. Là. C'est quelqu'un qui a un savoir-être et mais une détermination, autant que la mienne, mais dans une enveloppe qui ressemble à sa mère. Il a le meilleur des deux mondes. Là, c'est ça. Sincèrement, c'est tellement une bonne personne. Là. Il faudrait pas qu'il soit méchant parce qu'il est à 240 livres, 6 pieds 5. Là, c'est un athlète, c'est un pompier. Lui, il a vu plutôt son père se battre puis garder sourire tous les jours. Quand il arrive un problème, on confronte puis on le combat. Puis c'est ce qu'il a vu. Il m'a vu le faire dans le sport, il m'a vu le faire avec nos enfants, puis il a vu les réussites à la fin. Puis il y a une façon de se comporter qui a pu, par l'exemple, je pense. Puis aujourd'hui, je le regarde aller, c'est une bonne personne. Puis je suis très fier de lui. On a une complicité parce qu'on fait du triathlon ensemble, on nage ensemble, puis il parle de toutes les affaires technologiques que moi je suis en retard. Puis il dit ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Non, t'es pas dedans par tout, mais t'expliquer. Ils sont tellement meilleurs que nous autres. Là. Fait que pour moi, je dirais mon. Mais ma fille commence aussi, là, elle pose beaucoup de questions. Elle m'a appelé 2 fois pendant l'entrevue. Là. Donc, les enfants sont très proches, sont restés très proches de nous. C'est dû à ma femme aussi, mais ça fait 42 ans que j'étais avec ma femme. Là. C'est fou. Je dis aux gens, 42 ans. Connaissez-vous les couples? Ça fait 42 ans qu'ils sont ensemble. À 62? Oui. Puis là, regardez, là, on n'est pas de là, on est quand même jeunes. Là, on dit, combien de temps vous autres? 35. Ah, vous êtes un vieux couple, nous, 42. 42? Oui, 42. C'est merveilleux. Ouais, 42. Après tout ça, tu sais... Avec 2 décès, on sait qu'après le décès d'un enfant, c'est 80% des couples qui se séparent. 80, hein? Nous, 2 décès, j'ai pas la stat, c'est sûrement plus que 80. Et après ça, les années. Donc, cette complémentarité avec ma femme, cet équilibre, elle a maintenu l'équilibre dans le déséquilibre. Parce que moi, je suis un gars qui défonce des portes, qui avance, qui fait des projets, puis je suis un entrepreneur social. Moi, je veux faire des projets. J'aime les projets. C'est ça. Puis les projets, je peux en partir 10 en même temps, puis je les fais avancer en même temps. On parlait d'être malléable, de s'adapter. Lynn, c'est un exemple fou de ça parce que toi, tu fonces, t'es comme, c'est là que je m'en vais. Ça demande une flexibilité, oui, une puis empathie. quelqu'un qui est ultra calme, là, tu sais, puis qui a un mari comme moi, là, hyper actif, TDAH, à côté dans le prolard, là. Quand je pars 2 jours à Montréal, elle est super contente. Oui, ça fait du bien. Elle m'a dit... Tu pars quand? Le mercredi, je dis bon, OK, c'est beau, là, je vais être en vacances. Là, c'est correct. Quand tu rentres à la maison, il y a une genre de tornade. Maison. Mais quand je reviens, OK, la pelouse, le terrain, en fin de semaine, non, il reste encore de la neige. Là, tu peux l'enlever, le spa. Là, c'est beau, la vie pareille. Puis le temps avance. Là, on se voit que, bon, là, bientôt, nos enfants ne seront plus là. T'sais. Ben, mon Pierre, il est déjà parti. Là. Maintenant, je suis grand-papa. Hein. Mon fils nous a fait le cadeau d'appeler son fils Raphaël, comme son frère qui est décédé. Fait que. Donc, il y a un lien très fort avec la maladie puis ce qu'on a vécu comme famille. Puis aujourd'hui, le grand défi, je le vois réussir. Puis t'as raison, tantôt, c'est vraiment un brand. T'sais. Moi, je dis souvent, le grand défi, Pierre Lavoie. T'sais. Quand je nomme Pierre Lavoie, je m'identifie même pas à ça. C'est vraiment un brand que je vois. C'est une gang qui organise des événements. Puis Pierre Lavoie. Il y a 2 affaires. C'est 2 affaires totalement différentes. Oui, je comprends. Aujourd'hui, ben, vous allez peut-être plus connaître l'homme qui est derrière le mouvement. Ben... Puis aujourd'hui, on va se rendre jusqu'au bout. Hein. Moi, je suis un persévérant, puis il me reste encore beaucoup d'années. Puis on va assister au Québec vraiment à des états généraux sur
ce que je souhaite, là, un écosystème autour d'un enfant pour qu'il ait un parcours actif toute sa vie. Ouais. C'est possible. On a vu dans la presse en fin de semaine, là, des pays l'ont fait. Il y en a que ça a pris 20 ans, d'autres ça a pris 40. Mais on a dit un jour, OK, il faut changer. On se rend là un jour. Oui, on se rend là. Puis le Québec est prêt à le faire avant tous les États américains et les provinces canadiennes. On a 15 ans d'avance sur tout le monde en Amérique. Ouais. Continuons cette avance. Une société différente. Okay? On a une couleur différente. Ben, c'est parfait. Allons-y, puis faisons le modèle pour le reste de l'Amérique. Ouais. Est-ce que je peux te demander, là, tu nous as parlé, le père que t'es, on y a répondu. Je l'ai compris. Le grand-père, ça me paraît être une nouvelle partie de toi. T'as un recul, souvent, t'as plus de temps dans ton cas, peut-être pas, là, parce que tu continues. Non, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça t'a fait sortir? Ben, Qu'est-ce que ça t'a fait? Le clash, là, c'est que... Donc, arrive Raphaël, le petit-fils. Mais là, c'est parce que moi, je suis encore le gaz au fond, puis je travaille encore 60 heures semaine, puis je suis encore hyper impliqué. Puis normalement, quand t'es grands-parents, t'es à la retraite, t'as du temps. Mais là, moi, c'est l'inverse. Ça t'a pas donné le goût non plus? Ou comment tu vois ça par rapport à lui? Est-ce que tu sens qu'il faut que tu ralentisses pour avoir du temps? Ou au contraire, c'est juste une nouvelle génération pour qui tu dois continuer ta mission? Oui, là? ben oui, carrément, parce que à la fin, il reste encore des étapes à faire, puis que je veux les franchir. Puis ma condition physique, puis la façon que je gère mon quotidien, je suis beaucoup plus équilibré que quand je fais des Ironman. Je suis capable maintenant de combiner différents facteurs qui font en sorte que je devrais rester autonome, fonctionnel assez longtemps, puis profiter de des petits-enfants. Ouais. Là, pour l'instant, il y en a un, Jolial, on verra là, pour l'instant. Là, 21, c'est encore jeune. Non, aujourd'hui, là, ils sont pas pressés, puis c'est bien correct. C'est pas notre même génération que nous. Là. Ouais, c'est ça. Mais on a bien du fun. C'est le fun parce que ma fille, vois-tu, elle, je l'ai suivie, c'est tout son primaire. Ouais. Puis c'est avec elle, j'ai compris les systèmes. Là, je voyais les systèmes autour, sportifs. Puis je les comprenais parce que j'assistais comme parent, comme spectateur. Puis j'ai vu tous les biais, là. Ça n'a pas d'allure. C'est que là, j'ai commencé à faire des critiques dans les médias, beaucoup de critiques, parce que je le voyais sur le terrain. Tu le vivais quotidiennement. Je le vivais quotidien. Puis là, je lui ai dit, voyons, ouais, mais c'est comme ça a toujours été comme ça. Non, mais c'est pas correct, tu sais. Là, moi, je suis un curieux. Moi, je suis un curieux. Puis j'aime tout. Donc, j'allais fouiller les études, regarder, bon, qu'est-ce qui se fait dans les autres pays. Ouais. Je me souviens, OK, il y a des gens qui ont évolué à un moment donné. Là, puis moi, j'aime la performance. Contrairement à ce que les gens pensent, là, je suis un performant, j'aime performer, j'aime voir la performance, mais je vais la critiquer si t'as pas le bon modèle qui discrimine. T'sais. Ouais. Donc, moi, on appelle ça les pyramides parfaites. Autrement dit, ta base, tout le monde bouge dans l'inclusion. Et bien entendu, avec cette masse qui bouge, t'as problème de santé publique. Et par la suite, ben, tu peux commencer à faire de la performance, puis à la fin, tu sors des Olympiens d'exception, puis qui vont aux Olympiques, puis avec peu de pays, peu de monde dans ton pays, tu peux être meilleur que en autant que ta pyramide soit dans le bon sens, puis que tu la fasses pas à l'envers. Il y a un autre modèle, le modèle américain, où on va trouver les champions très tôt, on va les prendre, puis on va les mettre ensemble. Mais ça, tu peux te le permettre quand tu as 360 millions d'habitants. Oui, puis c'est quand même discriminatoire. Oui, mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est la santé publique. C'est ça. Pourquoi les Américains vivent 8 ans de moins qu'un Québécois en espérance de vie? C'est peut-être des c'est quoi? Moi, j'aimerais mieux laisser quelques médailles sur la table, puis avoir une espérance de vie la même chose que le Québec, il me semble. Oui. Les priorités. Je trouve que ça a bien du sens ce que tu me dis là. Je trouve ça incroyable Non, on n'a pas eu des bouts faciles. T'sais. Puis j'ai oublié de dire, quand Raphaël est décédé en 2000, le 10 mars, et qu'on revient chez nous, je me rappelle, la neige avait commencé à fondre. C'est un hiver qui avait beaucoup neigé à Montréal en passant, là, parce qu'on était à Sainte-Justine, au manoir Ronald McDonald, là, pendant 63 jours. Et quand je suis revenu chez nous, donc les courriers s'est accumulé, c'est normal. T'sais. Et là, à travers les lettres, il y en a une de mon employeur qui me dit que je vais être mis à pied le 1er juin. T'sais. Fait que j'ai perdu ma job aussi après le décès de Raphaël. Encore? Puis il y avait une femme qui travaillait aux ressources humaines, puis elle le savait. Puis pourquoi que mon employeur m'envoyait une lettre de mise à pied quand j'étais en plein deuil de mon fils, mon deuxième. Donc, j'ai encore perdu ma job après. Là. Non, c'est... Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que financièrement, je pense à Jonathan Roberge qui parle beaucoup de... tu t'endettes, tu prends quasiment des hypothèques, des contre-hypothèques pour vivre. Non, ce qui m'a tout le temps aidé. Je te l'ai dit tantôt, là, j'ai une formation pompier. J'ai ma classe 1. Je suis moniteur de conduite automobile. Je suis mécanicien automobile classé B. Mécanicien diesel. Donc, moi, quand je perdais ma job, je rassurais ma femme. Je peux faire pour n'importe quoi. Comprenez? Mon chum Régis m'appelle. Ah, Pierre, je veux que tu prends en chambre à remorqueuse. Parfait. Parque-là chez vous, je te paye. Puis là, fais-moi du remorquage.
Là, je faisais du remorquage en attendant. Hop, ça menait. Je donnais avec le cours de conduite. Tu sais, t'étais débrouillard, mais moi, un malheur, tu peux pas plus grand malheur que perdre un enfant. Après, le reste, là, je relativais les choses. Là. Tout était significatif, était insignifiant. Ouais. Même quand il est arrivé le COVID, là, je me rappelle, là, on mettait nos employés dehors. Là. Moi, je regardais ça. Là. Tout le monde partait en pleurant. Je dis, Germain, ça va leur faire du bien. Là. Ils n'ont jamais perdu de job. Là. Dans la vie, là, ils vont vivre quelque chose. La première chose négative qui arrive dans leur vie, là, ils s'en vont chez eux. Ouais. Puis là, il y a de l'incertitude. L'inconfort rend plus fort. Moi, je voyais ça. Ben oui, le COVID, il n'y a rien là. On va pouvoir rester chez nous, relaxer. Ben, c'est ça. Non, mais moi, j'en ai profité. Je me suis jamais autant entraîné dehors, à l'extérieur. Ouais. Je me suis acheté un chien qu'au nom, on est parti marcher. Moi, je tripais dans le COVID. Ouais. Le monde pleurait. Moi, j'étais heureux. Ouais. Parce que j'avais vécu des choses pires que ça, mais surtout que là, on avait cette liberté de dire, je vais occuper, on va aller en nature. Là. On écoutait le PN nous dire, allez marcher, allez en nature. Pas de problème avec ça. Ouais, c'est ça. Ouais, l'inconfort rend plus fort. Moi, je dis toujours à mes enfants, quand c'est difficile, ça veut dire qu'on apprend quelque chose. Carrément. Puis tomber, c'est important, parce que l'échec, c'est tout qu'un apprentissage. Là, puis après ça, à un moment donné, tu deviens leader. C'est important de parler de ça aussi. Comment tu deviens leader? Comment tu deviens leader dans une organisation? Ouais. C'est pas les choses que tu dis, c'est les choses que tu fais dans ta vie. Les gens vont t'observer. OK? Et là, ils vont dire moi, je suis prêt à te suivre. Dès qu'il y a une personne qui veut te suivre, là, tu viens d'atteindre un niveau de leadership. Ça t'apprend juste un effet d'entraînement après. Ouais. Là, il dit, je veux te suivre. OK, je suis derrière toi. Ça veut dire que là, tu viens d'acquérir, il vient de te nommer leader. Donc, c'est pas toi qui l'as décidé, c'est lui. Par les choses que tu t'as fait ou que tu veux faire. Mm-hmm. Là, il embarque. Et là, quand tu y vas, puis il vient t'aider, puis tu réussis, là, il y en a 6 qui embarquent. Là, maintenant, tu te ramasses, tu regardes derrière, il y a 1000 cyclistes qui ont ramassé 40 millions, 6 000 boucleurs, 10 000 médecins de famille, 450 000 enfants primaires, les enseignants. Et là, tu as ramassé une armée. C'est ça, le leadership. Puis je dis aux gens, c'est même pas obligé d'être compétent. Vous avez juste besoin d'être un bon leader. Les compétences sont dans votre chaloupe, puis il faut avancer votre navire. Je suis pas médecin, mais ils sont dans ma chaloupe. Il faut avancer le navire des saines habitudes de vie. Parce que dans le grand défi, c'était quoi la mission? C'était changer la culture en santé au Québec. Donc, le navire, je le lead. Okay? Donc, j'ai besoin de qui? J'ai besoin des médecins. Ils sont dans ma chaloupe. J'avais besoin des enseignants. Ils sont dans ma chaloupe. Je ne sais pas le Québec King, mais ils s'inscrivent des équipes à chaque année. Puis ils ramassent 3 millions par année pour les écoles. Ils sont dans ma chaloupe. Mm-hmm. Donc, ces gens-là qui ont des compétences complémentaires que j'avais besoin, il faut avancer le navire. Tout ce que j'ai à dire, la direction est par là. Puis avec le support que vous me donnez un pouvoir d'influence. Là, je peux influencer une ministre. Je peux influencer des décideurs sur c'est par là qu'on veut pas. Non, on veut pas aller là. C'est par là qu'il faut aller. C'est ça, le pouvoir d'influence. Donc, plus il y aura de rameurs dans ta chaloupe, plus tu auras de l'influence. Ce fameux pouvoir d'influence que tu vas exercer en fonction de la mission que tu as donnée au départ. En fait, tu as compris ces principes-là, puis tu l'appliques. Le plus il y a de monde qui embarque, fait que sois inclusif, sois bienveillant, accompagne les gens, juge pas, puis prends-les où ils sont. Puis tu vas te ramasser que toute ta rue va être là. T'sais. Par contre, si c'est juste toi, c'est moi qui est le meilleur, puis vous n'êtes pas bon, restez chez vous, vous n'êtes pas des athlètes, tu vas être tout seul à traverser le parc des Laurentides. T'sais. Puis un jour, tu te ramasses avec des gens qui incarnent ton changement, puis que là, tu dis, OK, je peux même me tuer dans le parc des Laurentides, le mouvement va toujours continuer maintenant. Il est incarné par d'autres personnes. Au début, il est incarné par une seule personne, mais il est devenu clair, il s'est propagé. Là, il t'arrive un phénomène, il y a 2 ans, exactement. Oui, ça fait 2 ans. Ma fille rentre à l'Université Laval, donc elle a un appartement. Et là, ils sont 2. Et elle a une porte qui barre. Bon, c'est OK. J'enlève la porte qui ne barrait pas. Et une porte qui barre, c'est comme un genre de catch là, en métal. Là, lui, il rentre, puis tu ne peux pas casser la poignée. Là où c'est juste 2 vis, tu tires dessus, elle va casser, puis la porte s'ouvre. Mais une porte qui barre, c'est vraiment plus solide. Donc, tout est en balle. Fait que là, j'avais rien, j'avais pas d'outils. J'étais monté pour peinturer. Là, je prends un X-Acto avec une lame brune, là, les plus noires. Résistante. Large. Et là, je commence à gosser après la porte. Puis là, j'ai presque fini. Avec un petit bout, je rallonge la lame. La lame, casse, puis je me rentre dans le bord. De toute façon, là, je m'ouvre ça, là, ouvert au complet. Ça a une place. Les tendons, tout ça. Là. C'est ouvert, ça descendait. Bon. Là, ça coule. Je m'en vais d'urgence. Là, je m'assois, puis elle met de la poudre là, pour que ça arrête de saigner. Puis là, elle commence à regarder les lunettes. Bouge tes doigts, t'as rien coupé.
Elle dit, tu sais, Pierre, elle dit, quand j'étais jeune, moi, j'ai fait des cubes énergie à mon école d'allemand. OK? J'ai fait 3 fois la course du grand défi. Mon père a fait 4 fois le 1000. Elle dit, moi, mes patients, quand ils rentrent dans ma clinique, là, ils n'ont même pas le choix. Tu n'as aucune idée comment est-ce que tu nous as préparés, comment est-ce qu'on est solide sur le terrain. Je dis, OK, t'as quel âge? Elle dit, j'ai 27 ans. Je dis, OK, ils sont arrivés. Ils sont médecins maintenant, sont mamans. Là, présentement, les enfants sont au primaire. Les cubes qui arrivent présentement dans les maisons de ces parents-là, qui eux aussi ont fait des cubes, puis pour eux, c'est une expérience positive, puis tu n'entends plus aucune critique sur les cubes énergie, parce que c'est une expérience positive pour les enfants. Puis là, maintenant, ils sont devenus adultes et ils ont des enfants qui vivent aussi le programme. Ouais. C'est ça l'avantage de perdurer. 18 ans, là, tu perdures dans le temps, puis tu as créé 2 générations qui s'en viennent puis qui vont venir changer au système. C'est ça la vision que j'avais dit au départ en 2008. En 2009, tu peux retourner voir le vidéo du départ. Je l'ai trouvé l'autre jour sur YouTube. Là. J'ai Gaétan Barrette à ma droite qui parlait à ses médecins spécialistes, puis il y avait 25 équipes de médecins spécialistes, puis il y avait 93 équipes au début, la première année. Wow, c'était un bon pourcentage. Puis là, j'avais dit aux gens, vous savez, on commence aujourd'hui, on va préparer les jeunes dans les écoles, ils seront grands un jour, et nous, on va pédaler, on va essayer de les supporter, puis ça va prendre 20 ans avant de changer la culture. Aujourd'hui, tu sais, ça fait 18 ans. Fait qu'il reste 2 ans. Donc, puis je sens qu'il bientôt, ce que je souhaitais va arriver. T'sais. Donc, je le vois live. Cette forêt, ces graines qu'on a plantées, ben je les vois là, présentement. Là. C'est une forêt. Puis on a 2 générations qui sont là. Puis je dis, OK, ils sont prêts. Puis ils m'interpellent. Hein, quand je vais sur le terrain, ils m'interpellent. Là. Fait que c'était la preuve qu'au départ, j'avais dit qu'un chemin social, ça passe toujours par l'éducation. Puis le temps m'a donné raison. T'sais. Belle chaloupe, mon capitaine. Merci, mon ami. La chaloupe est pleine de bien beau monde puis bien guidée.